La guerre de l'eau a-t-elle commencé en France ? La sécheresse qui touche le pays et les restrictions qui en découlent entraînent déjà des conflits entre usagers et surtout avec l'État, tenu en partie pour responsable de la mauvaise gestion de l'or bleu. 25 mars 2023, Sainte-Soline. La manifestation contre le projet de construction de méga-bassines pour soutenir la filière agricole vire à l'affrontement avec les forces de l'ordre. 47 gendarmes et 200 manifestants blessés. Les défenseurs de l'environnement dénoncent un projet consistant à remonter l'équivalent de près de 300 piscines olympiques à la surface. Autant d'eau qui ne sera plus dans les nappes phréatiques. Tandis que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce la violence des écologistes. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme que nous devons absolument combattre. Des propos qui illustrent le bras de fer entre les militants écologistes et l'État, alors que la sécheresse menace déjà l'accès à l'eau potable dans certaines régions. Ainsi, en avril 2023, dans plusieurs communes des Pyrénées, le forage avait atteint le seuil de prélèvement minimal. Résultat, plus d'eau au robinet. En 2022, plus de 500 communes ont dû distribuer de l'eau en bouteilles ou par camion. On voit bien qu'on est sur un tournant et que la guerre de l'eau a déjà commencé en France. Alors que les clubs de golf, les sites touristiques et les industriels comme la Société des eaux de Volvic dans le Puy-de-Dôme ou la centrale nucléaire de Saint-Alban en Isère ont parfois obtenu des dérogations aux restrictions, certains dénoncent un 2 poids 2 mesures. Dans les Vosges, des jacuzzis à vocation touristique ont été percés et à Toulouse, ce sont les trous des parcours de golf qui ont été cimentés. Le 16 juillet 2022, en Ardèche, 400 mètres cubes de réserve d'eau destinée aux pompiers ont été dérobés par un club de motocross. Et en août 2023, plusieurs écluses du canal du Midi ont été vandalisées. Comment en est-on arrivé là ? Et qui est responsable de cette situation conflictuelle ? Emma Aziza, hydrologue et chroniqueuse pour France Info, regrette l'ambiguïté des pouvoirs publics, notamment concernant le projet des méga-bassines. On a beaucoup parlé d'éco-terroristes. Moi, j'ai aussi surtout vu des maîtres de conférences, des gens qui, à un moment donné, ne veulent plus de ce modèle-là, ne savent plus comment le créer, et donc, quelque part, se soulèvent pour dénoncer ces pratiques. D'un côté, il y a une interdiction d'irriguer dans la phase de crise, donc ça veut dire effondrer certaines filières, et d'un autre côté, eh bien, on conçoit et on construit des bassines, ces retenues de substitution, qui vont prélever l'intégralité de l'eau qui se trouve dessous. Et donc tout ça, on le fait, c'est financé notamment en partie par l'État, pour contourner les arrêtés préfectoraux qui sont imposés par l'État et par le préfet. Donc il y a pour le moment encore une certaine ambivalence à ne pas assumer. Le fait de dire on va soutenir une filière, ce sera la filière agricole, principalement l'agriculture intensive, notamment beaucoup par peur du fait que certains agro-industriels se reportent sur d'autres pays qui seraient beaucoup moins exigeants en matière agricole. Pourtant, dans une interview au JDD en février 2023, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, a appelé à faire des économies d'eau. Et en mars 2023, Emmanuel Macron a dévoilé un plan eau visant notamment à atteindre 10% d'économies d'eau d'ici à 2030. Les politiques publiques actuellement qui visent à aller vers un plan de sobriété en eau, donc faire des économies d'eau, vont dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que on a beaucoup moins de quantité d'eau disponible pour tous les utilisateurs. Ça signifie que chacun va devoir faire sa part et devra faire un effort pour solliciter le moins possible la nappe phréatique et pour ne pas arriver dans des situations de crise. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas mettre en place de process industriels non plus, puisque tous ces process-là ont besoin d'eau pour réchauffer, refroidir, transformer. Si on n'a pas d'eau, on n'a pas de quoi manger, parce qu'en réalité, l'agriculture a besoin d'eau. On ne peut pas s'habiller, donc on passe à ces quantités d'eau et il va falloir réfléchir aujourd'hui à celle qui est prioritaire et celle qui ne l'est pas. Car si vous avez chaud aujourd'hui, sachez que la situation ne va pas aller en s'améliorant. L'été 2023 commence mal. En France, 66% des niveaux des nappes phréatiques sont sous les normales et la hausse des températures est plus élevée que la hausse mondiale. Plus 1,8 degré contre plus 1,1 degré. En 20 ans d'analyse, jamais j'ai vu de telles anomalies de température. Tout est en train de brûler partout. Les anomalies sont autant dans les mers, on a des canicules marines, autant sur terre. Je ne sais pas où on va, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir d'un certain degré, on peut plus vivre. Selon le Centre d'information sur l'eau, en moyenne, un Français consomme 149 litres d'eau potable par jour, dont 93% sont dédiés à l'hygiène et 7% à l'alimentation. C'est moins qu'un Américain qui utilise 600 litres, et c'est plus que dans certains pays d'Afrique où la consommation peut descendre à 20 litres par jour et par personne. Mais une chose est sûre, en France, les sécheresses comme celles qu'on vit aujourd'hui seront plus fréquentes et l'eau sera moins disponible.
Selon les experts, dans les prochaines années, l'eau disponible dans le pays diminuera de 10 à 40%. Il y a 2 études qui ont été menées et qui ont apporté leur compte-rendu au mois de novembre 2022 et qui mettent en évidence le fait que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde et 50% plus rapidement que ce que prévoyaient nos modèles. Une conséquence du réchauffement climatique qui touche surtout la zone arctique, augmentant ainsi les situations anticycloniques en France. Mais c'est aussi le résultat d'un modèle économique capitaliste qui pousse notamment à la surconsommation. On voit très bien à quel point notre rôle humain a été d'urbaniser et d'aménager l'ensemble du territoire français sans tenir compte du cycle de l'eau. Mais en parallèle, on a aussi une responsabilité humaine dans le fait d'avoir perdu toutes nos zones humides. 50 à 80% des zones humides ont disparu en France. Donc ce sont les marais, toutes ces zones qui permettaient des petits cycles de l'eau et de conserver de l'eau localement en les asséchant pour gagner des surfaces agricoles. On a perdu ce qui nous permettait de conserver cette eau. Et puis, il y a l'agriculture et la manière dont elle est faite. À partir du moment où il y a de l'agriculture intensive et une utilisation très importante de produits chimiques, que ce soit les pesticides, les fongicides ou les herbicides, vous tuez toute cette matière vivante, ce microbiote des sols qui ne peut plus se reconstruire et donc vous perdez la possibilité à l'eau de pénétrer plus en profondeur et ensuite de pouvoir alimenter toutes ces rivières. Donc on est grandement responsable à échelle locale et grandement responsable notamment à échelle globale. La solution, faire revenir les pluies, c'est-à-dire reconstituer le cycle de l'eau et permettre au sol de mieux absorber cette eau. On a besoin de ces corridors verts pour faire ce que l'on appelle des îlots de fraîcheur urbains. On a besoin notamment de changer l'asphalte, donc nos routes, nos trottoirs. Il faut absolument qu'ils deviennent poreux, qui permettent à l'eau de pénétrer dans les sols. Là encore, c'est un énorme défi qu'on a devant nous de construire ces villes éponges parce que ça signifie qu'il va falloir des travaux partout. Il faut notamment modifier l'albédo, donc la manière dont va être réfléchie la lumière sur nos toits. Il faut aussi travailler sur l'inertie thermique des bâtiments, faire en sorte que l'on puisse tenir face à des énormes phases de chaleur. Et puis, il va falloir modifier complètement notre modèle agricole. On ne peut plus continuer à utiliser la chimie de manière aussi massive, à considérer la terre comme un énorme producteur. Il faut tout le temps abonder d'engrais, d'hormones qui permet de produire toujours plus. La terre a besoin de se reposer, elle a besoin d'être respectée, on a besoin de retrouver l'ensemble de ces niches écologiques qui ont disparu aujourd'hui. On le voit, les quantités d'oiseaux s'effondrent en France et puis c'est toute la chaîne alimentaire qui en dépend. Et vous, comment imaginez-vous les villes de demain ? Avez-vous déjà pensé à modifier votre consommation pour contribuer à protéger la planète ? Avez-vous peur de manquer d'eau ? Dites-nous tout en commentaire.